La mise en mots du Premier ministre, il dit que l'ennemi, c'est l'islam radical, mais il y a quand même un fort risque quand on lit l'intégralité du texte, qu'en fait, il emporte bien davantage sur son passage. Là où on est allé, on a été horrifiés, mais enfin, les couvertures, moi je les ai vues, elles se passent d'un gardé à vue à l'autre. Il n'y a pas à s'attaquer à l'islam. Il faut être très clair là-dessus. Il y a à s'attaquer au terrorisme islamique, comme on s'attaquerait au terrorisme catholique, protestant ou juif. Est-ce que le fils de paysan d'agriculteur qui est en Bourgogne, est-ce qu'il a les mêmes chances d'accès que celui qui a fait Sciences Po Paris et qui a les codes depuis son plus jeune âge? Pour moi, le sujet, il est là. En réalité, la règle, c'est bien l'interdiction et la liberté, c'est bien l'exception. Au-delà de la loi de 1905, ce qui est très frappant dans ce texte, qui conforte le respect des principes de la République, c'est qu'il touche à la loi de 1905, il touche à la loi de 1880 sur la liberté de la presse, il touche à la loi de 1882 sur la liberté de l'enseignement, il touche à la loi de 1901 sur la liberté d'association. Et voilà, il y a quand même quelque chose d'intéressant à signaler dans le fait que pour réaffirmer les principes républicains, on a besoin de faire pièce, en tout cas en partie, à certaines des lois les plus emblématiques de cette Troisième République, République des libertés, mal nommée. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même des lois emblématiques, des grandes lois de liberté publique de la Troisième. Alors la liberté d'association, on en discutait en préparant l'émission, vous dites que c'est assez problématique sur la liberté d'association. Ouais, sur la liberté d'association, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que la liberté d'association, c'est une des manifestations, c'est une des déclinaisons de la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, si j'emprunte le vocabulaire de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une société démocratique pluraliste, ça protège toutes les opinions, et notamment les opinions qui heurtent, qui choquent ou qui inquiètent. Et il n'y a pas véritablement de sens à protéger la liberté d'expression si c'est simplement pour protéger précisément toutes les opinions qui posent strictement aucun problème. De ce point de vue, subordonner le plein exercice de la liberté d'association, la pleine jouissance, et ici en particulier les subventions publiques, à l'idée que les associations accepteraient par un accord contractuel, un contrat d'engagement républicain, de respecter les valeurs de la République, mais aussi l'ordre public, c'est ça qui figure dans le texte, ça me paraît quand même très problématique. Il y a des associations monarchistes, anarchistes, qui probablement ne pourraient pas signer un texte d'engagement à respecter les valeurs de la République, puisque leur objet social est antinomique de ce point de vue. Il y a des associations qui pourraient considérer en toute hypothèse que le seul fait de devoir s'engager dans une démarche contractuelle est une négation de la liberté qui est la leur, et que ça serait une contradiction dans les termes. Et peut-être une manière de l'illustrer, c'est de réfléchir un peu par analogie. C'est-à-dire, si c'était, par exemple, la liberté de la presse qu'on entendait subordonner ou conditionner à l'engagement contractuel de respecter un certain nombre de valeurs, je pense qu'on verrait tout de suite que, en effet, cette démarche contractuelle est antinomique du principe de liberté. Je crois que ce qui frappe vraiment dans le texte, c'est que la focale est extrêmement large. Pour reprendre la mise en mots du Premier ministre, il dit que l'ennemi, c'est l'islam radical, mais il y a quand même un fort risque quand on lit l'intégralité du texte, qu'en fait, il emporte bien davantage sur son passage et qu'il crée une restriction ou une dégradation des libertés pour des segments extrêmement larges de la population, puisque le texte vise la liberté d'association, la liberté de culte, la liberté religieuse, etc. Donc vraiment, la focale est extrêmement large et je crois que pour ce seul motif, c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation pour nos libertés, alors même que plusieurs ministres, le premier d'entre eux, Jean Castex, mais aussi Éric Dupond-Moretti à la justice, ont dit « c'est un texte d'émancipation et de liberté ». Alors c'est intéressant cette rhétorique de l'émancipation. En fait, on en a des exemples assez récurrents. J'ai souvenir par exemple de mots qu'avait eu Jean-François Copé au moment de la loi de 2010 interdisant la prohibition, enfin la dissimulation du visage dans l'espace public. Et il avait dit ça n'est pas une loi d'interdiction, c'est une loi de libération. Donc on avait un peu le même genre de rhétorique. Alors c'est un petit peu frappant parce qu'en fait quand on regarde le texte, il y a beaucoup d'incriminations, il y a beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup de règles nouvelles qui sont restrictives. Donc c'est quand même un petit peu difficile à lire au prisme de l'émancipation. Je pense, pour faire crédit à ce que j'ai entendu des mots du Premier ministre, qu'il parlait, qu'il a complété un peu sa phrase en disant c'est une émancipation par rapport à toutes les formes d'obscurantisme, etc. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait le discours qui
qui désigne la religion nécessairement comme antonymique à la liberté parce que un système de croyance qui risque de verser dans l'obscurantisme, c'est un courant philosophique qui existe dans l'histoire des idées, mais il se trouve que précisément c'est pas du tout la logique qui a été suivie par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui au contraire a été mise en place, façonnée, installée sur la majeure partie du XXe siècle dans une philosophie libérale qui est en fait de respecter les croyances, les non-croyances, mais aussi les croyances, et donc pas du tout de les assimiler nécessairement à des formes d'obscurantisme ou à les renvoyer à l'antonyme de la liberté. Il y a des choses que je n'aurais pas cru voir de cette façon. Les locaux de garde à vue, par exemple. Dites-nous, parce que ça, pour le coup, même accompagné d'un député, on va le voir, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, nous, journalistes, aller voir des locaux de garde à vue avec des gardés à vue. C'est tout simplement effrayant. Parce que, vous voyez, tous les jours, je peux vous dire la même chose des prisons d'ailleurs, mais parlons des locaux de garde à vue, tous les jours on nous informe et on nous fait peur et on nous terrorise en nous disant gardez les gestes barrières, faites très attention, ne partagez pas, ne vous approchez pas. Mais dans les locaux de garde à vue, les matelas en plastique ne sont pas nettoyés assez. Les couvertures... là où on est allé, on était horrifiés. Mais enfin, les couvertures, moi je les ai vues, elles se passent d'un gardé à vue à l'autre. Vous voyez ce qu'il y a de plus crado qu'une couverture au bout en garde à vue au bout de quelques semaines. On reste stupéfait. Il y a des micro-ondes pour réchauffer les plats, mais ils sont très dégoûtants. J'ai vu des toilettes... je regarde, d'ailleurs, mes collègues aussi, on regarde toujours ça de très près, parce que d'abord, ça parle aux gens, les gens libres. Quand vous voyez des toilettes où il y a un filet d'eau qui coule, voire pas d'eau, et que les gars sont à 2, à 3 dans la cellule en ces temps de Covid, je ne sais pas si vous voyez, si vous imaginez, et l'odeur, et l'humiliation, et c'est infect d'être enfermé là-dedans. Et d'ailleurs, les policiers, ils avaient honte. Est-ce qu'on n'en a rien à faire des détenus en France ? C'est à se demander, vous me posez la question, je vous la retourne parce que moi, j'en ai beaucoup à faire. J'ai l'impression que par vous aussi. Mais autrement, je peux comprendre. C'est pas je vois bien les réactions quand nous on prône certaines choses, qu'on dit mais libérez, faites comme au printemps dernier, libérez des détenus, ça va desserrer les taux de la surpopulation carcérale, parce que là, ça n'est pas possible. On n'est pas condamné à vivre avec des rats à 2 dans une cellule minuscule. H23 finalement, H22, parce que et encore il y a des endroits où la promenade maintenant c'est plus qu'une promenade de 2 heures. Donc les types, je dis les types parce que c'est surtout des hommes, ils s'ennuient à crever et l'ennui c'est pas bon. Et évidemment la formation, le travail, tout ça c'est terminé. Il faut s'imaginer ce que c'est. Et comme d'ailleurs pour la plupart des détenus, c'est un peu cette vie-là qui se dessine même tout au long de l'année, parce que la formation, le travail, c'est très rare en détention. Il n'y a pas à s'attaquer à l'islam. Il faut être très clair là-dessus. Il y a à s'attaquer au terrorisme islamique, comme on s'attaquerait au terrorisme catholique, protestant ou juif. Il faut s'attaquer au terrorisme islamique et non pas à l'islam. Et la différence est assez facile à faire. Elle n'est pas faite ? Elle n'est pas assez bien faite, par peur peut-être de laisser penser qu'on s'attaque à l'islam, ce qui serait un problème, effectivement. Cet article 24 pose un problème, effectivement. D'abord, c'est un délit d'intention malveillante. Comment déterminer l'intention au moment où les photos sont prises, où les films, les vidéos sont prises. Et ensuite, parce qu'il s'oppose non seulement à la liberté de la presse, malgré tout, malgré les dénégations du ministre, et aussi au droit de plus en plus répandu des citoyens désormais, puisque chacun a une vidéo ou un appareil de photo dans sa poche avec son téléphone, à prendre des vidéos ou des photos d'une action policière. La police, si elle agit normalement, n'a pas à se cacher.
Peut-être qu'il doit y avoir une écoute aussi qui doit être plus attentive, peut-être au niveau des services de police, mais peut-être ou sûrement? Non, sûrement. Vous savez, vous avez des victimes de viol ou des victimes de violences conjugales qui vous disent avoir été très bien reçues et avoir été entendues normalement. Bien sûr, heureusement. Et ensuite, vous en avez d'autres qui vous disent effectivement l'effet inverse. Bien sûr que l'écoute, de toute façon, elle doit toujours être parfaite et on doit pouvoir les encourager. Après, je pense, moi, que c'est... il y a un certain nombre d'étapes à un moment donné dans les rendez-vous judiciaires, entre guillemets, qui font que... ça rend en fait la procédure un peu plus complexe. Est-ce qu'il faut les modifier? Je sais pas. Je vous donne un exemple très simple. Moi, il y a quelque chose en tant que magistrat, mais ça n'engage que moi, qui m'a toujours heurté, c'est qu'une victime de viol, elle doit passer la première barrière, qui est celle de son fort intérieur, de se dire je vais dénoncer les faits, avec les risques parfois de représailles, de honte, de peur et tout ce que ça conduit. Elle doit dénoncer les premiers faits devant les services de police, avec tout le traumatisme que ça a. Elle peut se tromper, elle peut se contredire, elle sait que ce sera quelque chose qui lui sera opposé plus tard. Elle doit peut-être ensuite être confrontée à son agresseur au sein du service de police. Lorsqu'il y a une information judiciaire, elle doit réitérer ces faits-là. Elle doit être réentendue devant le magistrat instructeur. S'il y a un procès, elle doit expliquer ce qui s'est passé. À l'audience, elle va être questionnée. C'est normal, c'est le principe du contradictoire. Mais ce sont des épreuves qu'elle passe. De l'autre côté, certaines victimes, parfois, quand on discute avec elles, me disent « Mais regardez le nombre de fois où je dois répéter les faits, quand l'accusé, lui, ou le prévenu, a le droit au silence dès sa première audition. » Peut-être, je dis bien peut-être, et c'est pas ici que je vais le résoudre, mais peut-être qu'il y a matière à réflexion aussi là-dessus. C'est vrai que quand on met ça sur un même pied, on se dit que d'un côté, même si c'est au parquet de prouver, et ben en fait le chemin, peut-être que le chemin il est beaucoup trop long pour eux et on leur demande beaucoup trop difficile. Récemment, il y a une toute nouvelle personne qui a été nommée à la tête de l'ENM, c'est Nathalie Roret, qui est avocate, de quoi remuer le monde des magistrats, d'autant que lorsque le ministre Éric Dupond-Moretti a nommé cette avocate à la tête de l'ENM, il a clairement pointé un corporatisme chez les magistrats. Je le cite lors de sa conférence de presse l'annonçant. « J'ai exprimé depuis longtemps l'idée que ce corporatisme qui éloigne la justice des citoyens prenait corps pour une part à l'École nationale de la magistrature. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Alors non, je suis pas d'accord avec ça. Sur la nomination de Nathalie Roret, on était très content en fait d'avoir une avocate à la tête de l'école. Je veux dire que ce soit un magistrat ou un avocat, la question c'est quel est le contenu en fait qu'on produit pour les collègues. L'ENM en fait elle doit répondre à des besoins. C'est-à-dire que s'il y a un collègue à un moment donné qui dit là-dessus on n'est pas bon, moi j'ai un besoin de formation, il faut que l'école et notamment la formation continue puisse être en mesure d'y répondre. Moi je vais vous dire l'entre-soi, je le perçois pas à l'ENM pour une raison très simple, c'est que si on fait le bilan juste du nombre d'intervenants au sein de l'ENM, vous avez énormément d'avocats, vous avez énormément de professions judiciaires, vous avez énormément de notaires, vous avez des journalistes, énormément qu'on fait intervenir, et vous avez des magistrats. Donc en fait, l'ENM, si vous voulez, c'est pas entre soi. Pour moi, le vrai sujet, c'est qui peut accéder à l'ENM. Pour moi, le sujet, on en revient à ce qu'on se disait au début, c'est avant en fait. C'est est-ce que le fils de paysan d'agriculteur qui est en Bourgogne, est-ce qu'il a les mêmes chances d'accès que celui qui a fait Sciences Po Paris et qui a les codes depuis son plus jeune âge? Pour moi, le sujet, il est là. On reste fondamentalement dans un régime de police administrative très marqué et un régime de police administrative où en fait les choses ont été inversées puisqu'on voit bien que même si on a renoncé à ces 15 cases qui étaient ridicules, on reste dans un régime où l'attestation est nécessaire. Par principe, je dirais. Où les amendes existent encore. Où les amendes existent encore et où, en réalité, la règle, c'est bien l'interdiction et la liberté, c'est bien l'exception. Donc, comme avait dit Édouard Philippe au moment où il est sorti du premier confinement, il avait dit la liberté va redevenir la règle et la restriction l'exception. Bon, là, on est clairement dans un régime où l'exception, c'est la liberté et la liberté n'est pas redevenue la règle. Ce qui est grave, c'est de répondre par des législations dites d'exception à des menaces permanentes. Voilà. Et là, on est en plein dans la logique qui était déjà celle de l'état d'urgence sécuritaire, qui est cette réponse exceptionnelle à une menace qui ne dure pas 15 jours, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit, l'état d'urgence sécuritaire, au début, en 1955, et dans les premières applications avant 2015, ça a été appliqué sauf exception, mais pas très longtemps, parce que précisément c'est très attentatoire aux libertés publiques. Donc là, on s'habitue à des régimes d'exception qui portent en eux-mêmes la possibilité de porter atteinte de manière complètement anormale aux droits et libertés. On s'habitue à ça, alors que vraiment, normalement, c'est ce qu'on appelle des législations d'exception. Comme c'est là pour faire face à une menace permanente, il y a un paradoxe en réalité dans les termes. Et donc on nous rassure en nous disant, vous inquiétez pas, ce régime il a une durée de vie limitée, il va disparaître du Code de la santé publique en décembre donc 2021. En tout cas, on a pu le faire dans le droit et
Voilà, je pense que ce régime va s'intégrer de toute façon dans le Code de la santé publique et qui sera là au cas où on aurait affaire à une autre épidémie à l'avenir. Il y a eu au cours des dernières années des lois qui ont été adoptées, qui sont liberticides dans leurs esprits et dans leur mise en œuvre. Il y a des pratiques qui ont été mises en œuvre au niveau de la police en particulier, que nous avons dénoncé à Amnesty International, l'usage de ces armes supposément non létales. Elles sont peut-être non létales, mais elles créent d'énormes blessures, elles créent des handicaps. Au niveau de la communauté internationale, l'usage de ces armes, y compris d'ailleurs l'usage du gaz lacrymogène, a été dénoncé. L'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme a pris position contre l'utilisation de ces armes et elle demeure pourtant de grand usage en France. Donc tout ça, ce sont des développements qui sont extrêmement inquiétants.